Isaac Newton. Quand on pense à ce nom, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Le génie, bien sûr. La fameuse pomme qui tombe, et hop, l'univers qui s'éclaire. Mais, et si cette image, cette belle histoire, n'était qu'une toute petite partie de la vérité? Si le vrai Newton était quelqu'un de bien plus étrange et franchement, bien plus fascinant que la légende qu'on nous raconte. Il a été enterré comme un roi. C'est Voltaire qui a écrit ça, et croyez-moi, ce n'est pas juste une jolie phrase. Ça nous dit tout sur le statut que Newton avait atteint. À la fin de sa vie, il n'était pas juste un scientifique. Non, non, c'était une véritable icône, presque un dieu. La question, c'est comment en est-il arrivé là? Alors, pour vraiment comprendre le personnage, il faut commencer par le mythe. Et quel mythe? On parle bien sûr de l'histoire la plus célèbre de toute la science, celle de la pomme. Ah, cette image, elle est parfaite, n'est-ce pas? C'est simple, c'est puissant, presque un peu trop beau pour être vrai en fait. C'est l'idée du génie à l'état pur, l'éclair de lucidité qui frappe d'un coup. Un instant, une pomme qui tombe, et bam, les lois de l'univers sont révélées. C'est en tout cas l'image d'Épinal que l'histoire a voulu nous laisser. Mais voilà, et si cet éclair de génie ne concernait pas seulement la pomme, et si ça allait bien au-delà, même au-delà de ce qu'on appelle la science? C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que sous cette belle légende, il y a une réalité, oh là là, bien plus vaste et bien plus complexe. Ok, alors avant de tout déconstruire, il faut rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à Newton ce qui est à Newton. Son génie scientifique est indéniable. Les fondations qu'il a posées n'ont pas juste fait avancer la science, non, elles ont complètement, littéralement, changé notre façon de voir l'univers. D'abord, la gravitation universelle. Il faut imaginer qu'avant lui, on pensait que le ciel et la Terre, c'était deux mondes différents, avec des règles différentes. Et Newton, il arrive et il balaye tout ça d'un revers de main. Il dit non, il n'y a qu'une seule loi, une loi super élégante, super puissante, qui explique aussi bien la pomme qui tombe par terre que les planètes qui tournent dans le ciel. D'un coup, le cosmos était unifié. C'est énorme. Ensuite, il y a les trois lois du mouvement. C'est carrément le socle de la physique classique pendant plus de 2 siècles. L'inertie, l'accélération, l'action-réaction, ces principes y décrivent absolument tout ce qui bouge, que ce soit une balle de canon ou la planète Jupiter. Mais le truc, c'est que pour décrire ce nouvel univers, un univers qui bouge tout le temps, eh bien les maths de l'époque, elles ne suffisaient pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il invente carrément une nouvelle branche des mathématiques, le calcul infinitésimal. C'était l'outil, le langage dont il avait besoin pour parler d'un monde en perpétuel mouvement. Et tout ça, toutes ces idées révolutionnaires, il les rassemblait dans son chef-d'œuvre, les Principia Mathematica. Attention, ce n'est pas juste un livre avec une théorie dedans. Non, c'est un système complet. Une nouvelle architecture pour comprendre, eh bien, tout le monde physique. C'est sans l'ombre d'un doute l'un des livres scientifiques les plus importants de tous les temps. Seulement voilà, l'architecte de cet univers si bien ordonné, si logique, eh bien lui, dans sa vie personnelle, c'était tout le contraire. Un homme bien plus complexe et surtout bien plus tourmenté que ce que la légende veut bien nous dire. En fait, on pourrait dire qu'il y avait deux Newton. D'un côté, la star, le personnage public, adulé, président de la Royal Society, anobli par la reine, directeur de la monnaie royale, la totale. Et de l'autre, l'homme de l'ombre. Un homme rongé par des querelles terribles, par l'isolement et par une souffrance psychologique vraiment profonde. Et là, on ne parle pas de petites disputes entre collègues. Non, non, on parle de paranoïa, de détresse psychologique très, très intense. Il y a cette lettre écrite pendant une grave dépression où il rejette tous ses amis. Il va être seul au monde. C'est le témoignage d'un homme qui est vraiment au bord du précipice. Mais même ces tourments, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, parce que sous la surface, il y avait un monde intérieur encore plus secret, un monde rempli d'obsessions qu'il a caché toute sa vie. Et c'est ça qui va complètement redéfinir le personnage qu'on croyait connaître. Tenez-vous bien, 1,4 million. C'est le nombre de mots que Newton a écrits sur la théologie. Comparez ça aux millions de mots qu'il a écrits sur la science. Oui, oui, on a bien entendu. Ça veut dire que sa plus grande obsession, ce n'était pas la physique, c'était Dieu. En fait, si on regarde l'ensemble de ses écrits, la science, c'est à peine un tiers. Pour lui, la quête intellectuelle était beaucoup plus large. L'alchimie, la théologie, ce n'étaient pas des petits hobbies à côté, hein. C'était le cœur du réacteur. C'était au centre de toute sa vision du monde. Pendant 30 ans, en secret, Newton a été un alchimiste passionné. Il a réuni une des plus grandes bibliothèques d'alchimie de son temps. Il passait ses nuits à annoter des textes anciens, à faire ses propres expériences. Ce n'était pas juste pour s'amuser, c'était une quête, une vraie quête de savoir.
Son implication était telle qu'il s'était même donné un pseudonyme alchimique. Une anagramme de son nom latin qui veut dire Jéhovah le Saint unique. Ça en dit long, non? Il ne faisait pas qu'étudier ses arts secrets, il se voyait comme un initié, comme l'un d'entre eux. Et en même temps, ses écrits sur la religion révèlent des croyances carrément hérétiques pour l'époque. Par exemple, il rejetait la Sainte Trinité. C'était tellement radical que s'il l'avait dit publiquement, il aurait pu perdre sa carrière, sa réputation et peut-être même sa vie. Il a dû garder ce secret énorme jusqu'à sa mort. Alors, la grande question, c'est comment on fait le lien entre tout ça? Comment on réconcilie les deux Newton, le scientifique pur et dur, l'homme de la raison, et le mystique secret, l'alchimiste? Comment ces deux mondes pouvaient tenir dans une seule et même tête? La réponse, elle vient peut-être de l'économiste John Maynard Keynes. Il a eu accès aux écrits secrets de Newton et sa conclusion est bluffante. Il a dit « Newton n'était pas le premier homme de l'âge de la raison. Il était le dernier des magiciens. » Pour le comprendre, il faut arrêter de le regarder avec nos yeux d'aujourd'hui. En fait, pour Newton lui-même, il n'y avait aucune séparation. La science, l'alchimie, la théologie, tout ça, c'était juste des chemins différents qui menaient au même endroit. Comprendre le plan de Dieu pour l'univers. Il se servait du langage tout neuf des mathématiques pour essayer de répondre aux questions les plus vieilles du monde sur la création, sur Dieu. Et même sa plus grande découverte, la gravité, est complètement liée à cette vision du monde. Il faut se remettre dans le contexte. Pour les gens de son époque, cette idée d'une force invisible qui agit à distance sans rien toucher, ce n'était pas de la science. Pour eux, ça ressemblait beaucoup plus à de la magie, à un retour à des forces occultes. Au final, l'histoire de Newton est un rappel incroyable. Les mythes qu'on se raconte sur les grands génies, ils cachent souvent une réalité bien plus complexe et bien plus fascinante. Newton, ce n'était pas juste le père de la physique moderne, l'homme de la raison parfaite. Il était aussi ça, le dernier des magiciens, un personnage bien plus bizarre, bien plus profond et finalement tellement plus humain.